Chapitre 5. L'espace social du genre. J'adhère volontiers aux livres du style Stop au binarisme de genre, mais je dois me rendre à l'évidence. Ils ne racontent qu'une partie de l'histoire. Julia Serrano, Whipping Girl, A Transsexual Woman on Sexism and the Scapegoating of Femininity. Au cours du XXe siècle, l'ordre du genre a considérablement évolué. L'accès au vote, la hausse de la scolarisation, l'entrée massive sur le marché du travail rémunéré, la contraception et la légalisation de l'IVG sont autant de facteurs qui ont transformé les existences des femmes. Leur vie ressemble de plus en plus, du moins en apparence, à celle des hommes. À l'aube du XXIe siècle, les mutations de l'ordre du genre se poursuivent. Ces dernières années, un mouvement non-binaire a émergé. Les non-binaires sont des personnes qui ne s'identifient ni comme des hommes ni comme des femmes. Cette identification s'est d'abord développée au sein de la population trans, avant de se démocratiser au-delà de ce groupe. Parallèlement, plusieurs pays ont connu des débats autour de l'introduction d'un sexe neutre ou d'un troisième sexe à l'état civil. Si ces discussions ont été infructueuses en France du fait d'un refus de la Cour de cassation en 2017, une telle mesure a déjà été adoptée en Allemagne ou encore au Canada. Dans ce contexte de transformation juridique et sociale, la bicatégorisation homme-femme ne va plus nécessairement de soi. Le genre est généralement considéré comme un rapport social qui produit, différencie et hiérarchise deux catégories, les hommes et les femmes. Certains travaux ont toutefois montré l'hétérogénéité de ces catégories, en affirmant l'existence de différents styles de masculinité et de féminité, qui dépendent notamment des appartenances de classe et de race. Par exemple, la masculinité tend à se construire par la force physique dans certains milieux populaires, tandis que les masculinités bourgeoises se fondent davantage sur des symboles de pouvoir. D'autres enquêtes ont également démontré que les rôles féminins et masculins se ressemblent plus dans certains milieux sociaux que dans d'autres. Ces recherches observent que la socialisation différenciée est plus marquée dans les milieux populaires que dans les milieux plus dotés. Toutefois, ces différents travaux résonnent encore à partir d'un dualisme féminin-masculin. Le genre y demeure conçu comme un spectre linéaire le long duquel la masculinité et la féminité prennent des formes variables et s'expriment à différents degrés, mais, in fine, de tels travaux ne s'aventurent pas au-delà d'un modèle binaire. À partir de l'exemple de la population trans, qui comprend non seulement des hommes et des femmes, mais aussi beaucoup de non-binaires, ce chapitre propose d'aller au-delà de la dichotomie sexuée et d'explorer la multiplicité du genre. Le genre peut être conçu non pas comme un rapport social strictement bicatégoriel, ni même comme une échelle allant du féminin au masculin, mais comme un espace en plusieurs dimensions. À partir des années 1970, des approches féministes matérialistes se sont développées en référence à la théorie marxiste, mais aucune recherche n'a, à ce jour, pensé le genre comme un espace social analogue au modèle introduit par Pierre Bourdieu. Ce modèle a pourtant apporté une contribution fondamentale à la sociologie, en montrant que les classes sociales sont loin de se résumer à une opposition entre une classe bourgeoise et une classe prolétaire, définie par la seule place qu'elles occupent dans les rapports économiques de production. Le genre non plus ne se limite pas à une opposition entre deux et seulement deux classes de sexe unidimensionnelles. De même que l'espace social de classe se catégorise par une multitude de classes ayant une relative autonomie culturelle, l'espace social du genre se compose de différents pôles
dans lesquels les individus ne présentent pas les mêmes structures de capital. Les individus y occupent une diversité de positions résolument composites et fluctuantes qui, dans une logique relationnelle, n'existent que par rapport à celle des autres. Cette logique relationnelle va de pair avec des luttes de pouvoir et des formes de distinction, les individus et les groupes sociaux s'affrontant en vue d'accéder aux ressources de la domination symbolique et, dans une certaine mesure, matérielle. Les pages qui suivent décryptent l'espace social du genre à l'échelle de la population trans, mais de nombreuses réflexions sont transposables à la population générale. Le genre en plusieurs dimensions. Si l'on veut penser le genre en plusieurs dimensions, les méthodes statistiques sont particulièrement utiles. L'espace social du genre fait apparaître une diversité de positions, mais aussi un certain nombre de groupes. Les groupes qui se dégagent n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques sociales et les mêmes structures de capital. En cela, ils révèlent des formes de distinction de genre comme de classe. Diversité des positions de genre. Les trans habitent le genre de bien des façons. D'abord, ils et elles peuvent s'identifier autrement que comme hommes ou femmes, ce dont témoigne le développement remarquable des mouvements non binaires dans cette population. Il y a plusieurs manières de se dire et de se présenter quand on est trans, mais il n'y a pas que les identifications qui importent. Le genre n'est pas qu'une question de subjectivité, c'est aussi une question de pratique. Par exemple, les trans ont plus ou moins recours à des modifications corporelles et au changement d'état civil. Autrement dit, ils ne se conforment pas nécessairement aux standards physiques, juridiques et administratifs de leur sexe. Tout le monde n'aspire pas à se fondre dans la masse des hommes et des femmes cis. Comme on le lit dans certains textes fondateurs des mouvements trans, certains attachent même de l'importance au fait de rester lisible en tant que trans, la visibilité pouvant être un moyen de revendiquer son droit à la reconnaissance. Cette posture ne fait toutefois pas l'unanimité. Les trans sont plus ou moins engagés dans les mobilisations collectives, et ils peuvent y être engagés de différentes manières. En cartographiant un espace de la cause des femmes, Laure Bérény l'a déjà bien montré à propos des luttes féministes. Ainsi, les modalités de l'engagement font partie des indicateurs qui forgent l'espace social du genre. Comme le fait Pierre Bourdieu à propos de la classe sociale dans La Distinction, il est possible de considérer le genre comme un espace multidimensionnel. En introduisant différentes variables dans un modèle statistique d'analyse des correspondances multiples, ACM, on obtient un nuage de points qui représente autant de positions de genre. Ce nuage peut ensuite être représenté graphiquement en 2 dimensions. Il y a 2 principaux axes qui structurent cet espace. À l'horizontale, un premier axe représente le rapport entretenu aux espaces trans, au sens des espaces associatifs ou militants et, plus généralement, des espaces d'entre-soi, ce qui peut s'apparenter à une forme de capital social. Cette dimension oppose, à gauche, les personnes qui sont les plus présentes dans ces espaces à celles, à droite, qui ne les fréquentent pas. À la verticale, un deuxième axe indique le rapport entretenu aux standards institutionnels de genre, en particulier ici les standards médicaux et juridiques, sachant que ces standards comprennent 2 et seulement 2 catégories, hommes et femmes. Cet axe oppose en haut les personnes qui respectent ces standards, à celles en bas qui s'en détachent. L'espace social du genre
fait apparaître que ceux et celles qui s'identifient en tant qu'hommes ou femmes et qui ne militent pas sont aussi ceux et celles qui ont recours à la chirurgie de réassignation et au changement d'état civil, tandis que les personnes qui se disent trans ou non-binaires et qui militent font moins appel à ces procédures. Pour plus de précision, il est possible d'élaborer une typologie des grands groupes qui prennent place dans cet espace. Trois principales classes de personnes se dégagent: les conformes, les stratèges et les non-binaires. Les conformes s'identifient très largement aux catégories hommes et femmes. Ils ont recours à la chirurgie de réassignation, au changement d'état civil, et ne sollicitent les espaces trans ni pour y trouver des informations médicales ou juridiques, ni pour y militer. Ce premier ensemble de personnes témoigne d'un profond respect des prescriptions normatives des institutions et d'une relation inexistante aux espaces trans. Les stratèges, quant à eux, s'identifient majoritairement comme des hommes et des femmes, mais moins que les conformes. Ils ont recours à la chirurgie de réassignation et au changement d'état civil, également dans une moindre mesure que dans la classe précédente, sollicitent les associations pour obtenir des informations médicales et, souvent aussi, sur leurs droits, mais ne militent pas. Ce second groupe fait apparaître une adhésion moins franche aux catégories de sexe traditionnelles et une attitude moins distante vis-à-vis des espaces trans. Si les personnes de ce groupe ne militent pas dans ces espaces, elles les sollicitent toutefois de manière stratégique, afin d'y obtenir des renseignements. Autrement dit, elles ne fréquentent les espaces trans que parce que ces derniers peuvent leur fournir des informations médicales et juridiques. Les non-binaires, enfin, s'identifient pour la plupart à des catégories alternatives à hommes ou femmes, non-binaires, trans, queer, etc. Pour près de la moitié d'entre eux, ils ou elles n'ont aucune intention d'avoir recours à une chirurgie de réassignation un jour. Par ailleurs, ils ne changent majoritairement pas leur état civil, militent pour près des trois quarts d'entre eux, et ont presque tous recours aux espaces trans pour y trouver des informations médicales et sur leurs droits. Dans cette classe, l'individu tente de s'extraire des normes corporelles et légales relatives au genre. Cette logique est inventive et surtout militante. Il s'agit pour ces personnes de lutter en faveur de la reconnaissance de leurs différences. Les trois grands groupes qui émergent ont chacun leur propre système de normes et de valeurs. La normativité des uns n'est pas nécessairement celle des autres. Par exemple, pour les conformes, la norme consiste à s'inscrire dans un modèle de genre binaire, tandis que pour les non-binaires, il s'agit plutôt de se montrer subversif. Dans certains milieux sociaux, il est en effet de bon ton d'afficher une part de non-conformité. Chaque pôle est producteur de prescriptions, mais ces prescriptions n'ont de sens que par opposition à celles des autres. Cependant, les normes circulent malgré tout entre les individus et les groupes. De ce fait, il existe chez chacun un peu des trois registres identifiés. Les individus concilient différentes normes, tout en privilégiant certaines. Diverses logiques sont enchevêtrées dans chaque parcours de vie, bien qu'un registre soit toujours prépondérant. Ce registre dominant dépend des trajectoires et des appartenances sociales des personnes, qui cherchent malgré tout à se distinguer les unes des autres. Distinction de genre et de classe. Plusieurs types de distinctions adviennent dans l'espace social, occupant les positions de genre les plus légitimes. Les conforts se distinguent des personnes qui portent des conceptions du genre plus alternatives. Ces conformes sont, pour beaucoup, des individus qui ont initialement été socialisés comme des hommes.
Un tel résultat fait écho à l'enquête Contexte de la sexualité en France, CSF, dans laquelle il apparaît que les hommes croient davantage que les femmes à une différence naturelle entre les sexes. L'approche dominante du genre, celle qui différencie deux, et seulement deux catégories, est avant tout défendue par des personnes qui sont des hommes ou qui, dans le cas des trans, ont été longuement éduquées au masculin et sont devenues des femmes. Ce sont surtout des MTF ayant transitionné tard dans la vie que l'on trouve parmi les conformes. Le fait d'avoir été bien intégrés socialement avant leur transition les incite en quelque sorte à rester dans les clous, sachant par ailleurs que les personnes trans tendent à devenir plus conformes au fil de la vie, tout comme les personnes cis. L'âge avancé des femmes trans ayant fait famille favorise ainsi leur conformité à un schème traditionnellement binaire. Celles qui changent de sexe plus tôt adhèrent moins à ce modèle et se montrent plutôt stratèges. Parmi les stratèges, on trouve beaucoup de MTF qui ont transitionné jeunes. En raison de leur âge, ces femmes trans sont souvent précaires lors de leur changement de sexe, comme nous l'avons vu dans le chapitre 2. Or, les praticiens et les juges exigent des trans qu'ils fournissent des preuves de leur bonne insertion sociale en tant qu'hommes ou femmes, selon leur sexe de destination, avant de leur accorder l'accès aux modifications corporelles et aux changements d'état civil. Ces MTF ne pouvant remplir ce critère, elles n'ont d'autre choix que d'élaborer des tactiques de contournement des protocoles pour parvenir à leurs fins. Ainsi, elles consultent les associations pour y recueillir des conseils auprès de leurs pairs dans l'optique de servir le bon discours aux juges et aux psychiatres. Ce constat à propos des trans rejoint un certain nombre de travaux sur les femmes. Dans une logique plus ou moins stratégique, ces dernières peuvent adopter des comportements virils pour s'en sortir dans les champs où la masculinité est la condition de la reconnaissance. Ce phénomène est bien observable dans certains domaines professionnels masculins, comme par exemple la chirurgie ou les métiers de l'ordre. Une telle logique ne se cantonne cependant pas au domaine du travail. Comme le développe Nicole Claude Mathieu, la conjugalité aussi peut amener les femmes hétérosexuelles à défendre un modèle de la différence des sexes, dont la remise en cause serait trop douloureuse après avoir tant sacrifié au profit du conjoint. Cependant, comme le formule très justement cet anthropologue, céder n'est pas consentir. Avoir l'air de se conformer à certaines normes ne signifie pas que l'on y adhère. En cela, les stratèges sont moins éloignés que les conformes du groupe des non-binaires. Les non-binaires sont pour beaucoup des personnes jeunes, assignées au sexe féminin à la naissance et hautement diplômées. La forte représentation des FTM dans ce groupe est liée à différents facteurs. D'abord, l'enjeu de l'insertion sociale est moindre pour eux, étant donné que grâce à un soutien parental plus fréquent que pour les jeunes MTF, ils sont moins marginalisés. D'autre part, les hommes trans sont historiquement peu reconnus par l'institution médicale et leur visibilité sociale tient à l'émergence de mobilisations collectives trans dans les années 1990, ce qui peut contribuer à leur fort engagement. Par ailleurs, les FTM connaissent une expérience de mobilité de sexe ascendante. Comme les transfuges de classe en ascension, ils expérimentent une tension liée à la promotion sociale, qui peut les conduire à entreprendre de subvertir les normes de leur sexe d'arrivée, ce que nous avons détaillé dans le chapitre 3. On trouve beaucoup de personnes assignées au sexe féminin à la naissance dans le groupe des non-binaires, mais on y trouve aussi des personnes très éduquées. 36,8% d'entre elles sont titulaires d'un bac+5 contre seulement 14,6% des conformes et 16,6% des stratèges.
sachant toutefois que les jeunes générations sont plus diplômées que les anciennes. Ce constat renvoie au fait que ce sont avant tout des personnes appartenant aux classes moyennes et supérieures qui détiennent un fort capital militant. Mais, sur ce point, un autre paramètre entre également en jeu. Il y a vraisemblablement une forme de distinction de classe à se montrer non conforme. De nos jours, le fait d'afficher une certaine non-conformité de genre tend à rejoindre le féminisme et la gay friendliness, au rang des signes de progressisme et de modernité. Ainsi, si les jeunes générations se montrent plus souples vis-à-vis des catégories de sexe établies, ce sont les personnes qui ont longuement été des femmes qui ont le plus intérêt à s'en défaire, et les plus instruits qui aspirent à s'en distinguer. Il n'en demeure pas moins que, comme tout un chacun, les non-binaires portent en eux une certaine part de conformité. La conformité. Le droit à l'invisibilité est fréquemment réclamé par les trans. Le registre conforme consiste à se fondre dans l'ordre du genre. Les personnes qui y adhèrent le plus se disent hommes ou femmes, rarement trans, non-binaires, ou même femmes trans ou hommes trans. Hélène, bibliothécaire de 38 ans qui a connu une certaine stabilité conjugale avec une femme avant sa transition, aspire à une vie sociale normale, qu'elle associe à une appartenance pleine et entière à sa catégorie de sexe. Un des aspects importants de ma vie de transsexuel, c'est que je veux pas vivre transsexuel, boire transsexuel, dormir transsexuel. J'ai des amis transsexuels, mais j'ai envie de m'insérer dans une vie sociale normale. Ce serait le plus bel objectif. L'objectif d'une personne transsexuelle, c'est quand même d'appartenir à un sexe, l'autre sexe. Quand je serai pleinement une femme réassignée avec des papiers, je serai une femme insérée dans la société. Dans le discours d'Hélène, la finalité de la transition est d'être insérée, non pas en tant que trans, mais en tant que femme. Il s'agit d'obtenir des papiers et d'être réassigné par le biais de la chirurgie et du changement d'état civil. Bref, de correspondre à ce qui est attendu de son sexe sur le plan corporel et au niveau légal. Si, selon l'anthropologue Anne Boleyn, le désir de retour à l'invisibilité constitue l'ultime étape de toute transition, ce sont les moins diplômés qui semblent y aspirer le plus. Le capital scolaire plus faible des enquêtés de cette classe, de même que leur génération, plus ancienne que dans les deux autres classes, semble par ailleurs favoriser une relation asymétrique avec des institutions dont l'autorité est peu questionnée. Dans la logique conforme, les ressorts médicaux et juridiques du changement de sexe sont étudiés et bravés dans le respect des règles établies. Rendez-vous chez les médecins, démarches administratives, audiences au tribunal, tout est pris en main avec rigueur et précision, comme s'il s'agissait d'un dossier de travail, ainsi que le formule Nathalie à propos de son rendez-vous chez l'endocrinologue. J'étais arrivé avec mon dossier, le même dossier quasiment que j'avais fait pour le tribunal d'instance. Un dossier avec des sous-chemises, intégration familiale, intégration professionnelle, intégration sociale, etc. Et dans chaque truc, des témoignages, des lettres, des preuves, plein de preuves, comme quoi je vivais comme ça, et j'étais reconnu comme ça. Des lettres de mes parents, ma chérie, ma grande, des factures au nom de Madame Nathalie X. J'étais la représentante de moi-même. Enseignante ayant changé de sexe à 40 ans, Nathalie mobilise des normes presque scolaires. Le nomatopée qui conclut cet extrait symbolise bien l'efficacité avec laquelle elle plaide son cas auprès du médecin. Elle en fait la promotion comme si elle était une représentante syndicale, une fonction qu'elle occupe par ailleurs dans le cadre de son activité professionnelle. Pour son changement d'état civil au tribunal,
cette MTF adopte une attitude similaire. Je suis arrivé là et je me suis vendu. Je faisais 23 kilos de moins. J'avais mis une robe moulante, une longue robe d'hiver, mais en jersey un peu, bleu roi et moulante. J'étais fine, mais avec une poitrine naturelle, pour montrer un corps très féminin, tout en étant classique, correct, propre et tout. J'ai vendu, j'ai expliqué, j'ai fait mon grand truc. Dans cette logique, les stéréotypes de genre sont volontairement endossés. Une telle perspective rappelle l'attitude de dépendance normative que décrit la sociologue Niki Lefeuvre à propos des femmes qui, pour s'en sortir en milieu professionnel masculin, mobilisent une rhétorique de la différence des sexes, qui est par ailleurs à l'origine du plafond de verre. Dans le registre conforme, les personnes qui changent de sexe peuvent défendre un ordre du genre qui entraîne des difficultés sociales pour les trans. Néanmoins, elles le font en partie de manière stratégique, afin d'anticiper le regard potentiellement normatif des experts médicaux et juridiques. La transition est ici réalisée avec un certain professionnalisme, qui peut se confondre avec l'emploi réel de la personne. Les conformes, ayant pour beaucoup un travail stable, c'est avant tout dans la sphère professionnelle que se joue pour eux et elles la réussite du passage d'un sexe à l'autre. En effet, le profil le plus représenté dans cette classe, les MTF, ayant transitionné tard, a poursuivi une partie de sa carrière au masculin avant la transition. Ces femmes trans aspirent vraisemblablement à ne pas perdre le bénéfice de leur intégration passée. Par ailleurs, leur situation en termes d'emploi leur impose souvent, de fait, un certain conformisme. Lorsqu'elle fait le récit de sa transformation au travail, Camille, ingénieure, ayant commencé sa transition à 30 ans, après avoir été mariée et avoir eu 2 enfants, évoque des compétences dont on ne sait trop s'il s'agit de son savoir-faire professionnel ou de son mode de gestion du coming out. Il y a la compétence, il y a l'humanité. Je pense qu'il y a aussi que j'ai fait les choses bien. J'ai pas imposé. J'ai imposé quand j'ai dit que je changeais de prénom, parce que j'ai commencé à avoir un changement physique et tout. Et puis je l'ai fait aussi pour le changement d'état civil, parce que pareil, je réfléchissais. Le RH m'avait demandé un mot de mon médecin, stipulant que c'était important que je vive au quotidien le changement de prénom. En fait, ils ont fait ça pour se couvrir. C'est normal, non? Mais il faut aussi comprendre que les gens ont besoin de garanties. Vraiment, c'est ça. On a besoin de garanties. Quand on prend l'appartement en location, on nous demande des garants. Le propriétaire demande des garants. C'est stupide, mais c'est comme ça. Il faut le voir comme ça. Dans cette perspective, l'individu rend volontiers des comptes et s'accommode des règles et contraintes fixées par les autorités médicales ou l'employeur. Camille fournit à ce dernier des documents de ses garants, c'est-à-dire de ses médecins, comparant la transition au travail à un contrat immobilier de location. Ce modèle contractuel vise à faire en sorte qu'aucune des parties ne se trouve lésée. Loin d'une perspective révolutionnaire et sans être réformiste, il constitue une forme d'engagement qui ne remet pas en question les cadres sociaux qui hiérarchisent les trans et les non-trans, les femmes et les hommes, les salariés et leurs supérieurs. Faire les choses bien consiste ici à standardiser la transition, ce qui implique d'intégrer le modèle de la différence des sexes. De cette manière, les conformes entendent généralement donner ce qu'ils ou elles estiment être une bonne image des trans. Le fait de m'accorder un entretien constitue pour certains une stratégie militante visant à attester de leur normalité, un phénomène qui révèle certaines intrications entre les différents registres d'action en matière de genre.
Quand l'entretien est effectué au domicile de la personne, les plus aisés insistent pour me faire visiter leur logement, tandis que d'autres veulent absolument me présenter à leur enfant. En participant, Camille entend avant tout me signifier sa bonne position sociale. J'ai une situation stable. C'est ça aussi que je voulais montrer. C'est pour ça que je voulais intervenir dans cette enquête, pour montrer que ça existe. Il y a des gens qui sont architectes, il y a des gens dans tous les corps de métier et qui sont extrêmement stables, bien intégrés. C'est ça qui m'intéressait. C'est ça que je veux vendre. Parce que je me rends compte que ce n'est pas l'image que les gens ont. J'aimerais qu'on puisse fournir cette image de des vrais gens, pas des gens à la télé. À la télé, c'est pas des vrais gens. La télé, c'est une boîte à images, c'est de la comédie. C'est souvent plus les gens extravagants qui se montrent. Voilà. C'est ça que j'ai envie de vendre. Je voulais dire aussi qu'on n'est pas obligé de finir au bois de Boulogne. On peut finir à côté, travailler dans des grands trucs et tout. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a d'autres choses qui existent que la prostitution, la cage aux folles, même si aujourd'hui cette image est moins ancrée dans la tête, mais elle existe quand même chez beaucoup de gens. Voilà, on peut avoir une vie normale. C'est vrai que la normalité, même si c'est gênant comme mot, c'est ce qu'on recherche quand même. Tout être humain cherche à être intégré socialement. C'est possible. Les gens de la télé, les gens extravagants, celles et ceux qui déborderaient un peu trop des normes de leur sexe, les prostituées. Camille déplore l'image renvoyée par les personnes trans qu'elle juge peu respectable. Ces figures repoussoires, qui rappellent chez les homosexuels masculins le stigmate de la folle, à laquelle elle fait allusion dans cet extrait, sont très présentes dans les médias et l'imaginaire commun. Elles sont souvent associées à une féminité jugée trop caricaturale et ordinaire, ainsi qu'aux métiers de la mode et du spectacle, des mondes professionnels qui font partie de l'histoire des trans dans les pays occidentaux du Nord. Aux yeux de beaucoup de personnes concernées, de telles figures ne seraient pas représentatives de cette population et en véhiculeraient une mauvaise publicité. La bonne image des trans se résumant ici à une absence d'image. Si Camille s'inscrit dans une telle logique de conformité, c'est qu'elle en fait une stratégie de distinction, mais aussi une stratégie de reconnaissance. L'enquête sociologique représente ici une ressource parmi d'autres pour parvenir à être reconnue au sein de l'ordre établi. En cela, savoir se montrer conforme peut parfois s'avérer tactique. La stratégie. Dans la logique stratégique, les individus contournent ou instrumentalisent les protocoles et leurs normes pour parvenir à s'en sortir. Faisant jouer la concurrence médicale et juridique, ils arrivent à échapper à certaines prescriptions institutionnelles. Les personnes qui en ont les moyens préfèrent la voie libérale et les opérations à l'étranger, plus rapides et moins contraignantes que le circuit public. 71% des stratèges qui se font opérer des organes génitaux le font dans le privé ou à l'étranger, contre 52% des conformes. Des praticiens délivrant désormais des attestations et des soins hors protocole, les trans sont en mesure de construire leur parcours de soins dans leurs propres termes, souvent en dehors de l'hôpital. Pour parvenir à cerner le champ de l'offre disponible, les stratèges font appel aux associations trans, bien qu'ils n'y militent pas. Seulement 8% de ce groupe déclarent une activité militante. Ils sont 79% à avoir sollicité les associations et forums internet pour obtenir des informations médicales, et 54% à leur avoir demandé des informations sur leurs droits. Le choix du psychiatre, de l'endocrinologue ou du chirurgien, ou encore du tribunal dans le cadre du changement d'état civil, se fait sur la base des commentaires et des pairs.
Cette façon d'aborder le protocole permet de poursuivre un parcours de soins moins exigeant. Toutefois, quel que soit le cadre de leur prise en charge médicale, les trans bénéficient d'une marge de manœuvre dans leurs interactions avec les représentants de l'institution. Face aux médecins et aux juges, ils jouent souvent un rôle de genre. Ils tiennent un discours calibré, travaillé grâce aux conseils d'autres trans, afin de correspondre au tableau clinique qui est censé les caractériser. Tout est affaire de mise en scène d'une certaine conformité. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de réaliser leur transition sur le marché privé, l'enjeu du paraître est d'autant plus important qu'ils n'ont pas d'alternative au protocole public. Pour Julia, qui n'était pas à l'aise financièrement à l'époque car elle était en rupture familiale et encore étudiante, ses visites à l'hôpital n'étaient autres qu'un jeu de dupes. On y allait avec une pince à linge sur le nez en se disant « faut qu'on sorte avec une ordonnance ». Et puis c'est tout. On était prêt à raconter n'importe quoi, n'importe comment, du moment qu'on ressortait avec cette ordonnance. Et je crois que c'était un jeu de dupes, parce qu'ils le savaient très bien de toute façon. Donc voilà, ce petit jeu-là a duré pendant des années. C'était une espèce de condescendance qui était terrible. Donc il fallait se faire petite souris. Alors, j'avais des diplômes. Ça, c'était très bien vu. J'étais intelligente et cultivée. C'était très bien vu. J'étais pas une affreuse chose peinturlurée. Donc ça, c'était très bien vu. Je portais des jupes sous le genou avec des talons plats. Donc ça, c'était très bien vu. D'ailleurs, je me faisais tout un look pour y aller. Très BCBG. Pas comme d'habitude? Si, mais bon, je faisais très attention à tout ça, pour que rien ne dépasse, pour que je sois très politiquement correct. Je pense qu'ils avaient un pouvoir, oui. Ils avaient un pouvoir, c'est vrai. Moi, ce pouvoir, je pense, assez intelligemment à l'époque, j'ai pas essayé de le combattre. Je me suis dit, je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser pour arriver à mes fins. Et une fois que je serai arrivé à mes fins, j'aurai plus besoin de ces gens-là. Bye bye. Julia se contente de performer ce qui est bien vu par le corps médical. Son capital universitaire, elle est docteur en sciences du langage, son insertion sociale, une exigence du protocole, et surtout, sa féminité respectable. Dans une telle situation, le passing de genre semble en effet conditionné par un certain passing de classe. Bon chic, bon genre. La logique stratégique prend tout son sens à la fin du verbatim, à l'image de ce que Judith Butler recommande aux trans dans Défaire le genre. Il ne s'agit pas de combattre le système établi au risque de tout perdre, notamment le remboursement par l'assurance maladie, mais bien de l'utiliser. Ce type de résistance aux standards qui sous-tendent les protocoles de changement de sexe fait écho aux analyses de Sabah Mahmoud à propos des femmes pratiquant la religion musulmane. Refusant de limiter les expériences de ces femmes à une analyse dichotomique en termes de soumission ou d'opposition à des normes religieuses souvent jugées sexistes, cet anthropologue avance qu'il existe en réalité une multitude de façons d'aborder ces normes. Point n'est besoin d'être dans l'opposition pour entrer en résistance. Pour peu que l'on connaisse les rouages d'une institution, ces codes peuvent être défiés, y compris en se montrant conformes. Certains préfèrent toutefois aller à la confrontation. La non-binarité. Dans le registre non-binaire, les trans ont tendance à affronter les protocoles institutionnels et leurs standards de genre. Le parcours de soins est alors soumis à un contrôle profane, de la part des patients qui pointent du doigt ces insuffisances. À la différence de l'approche stratégique, dans laquelle les individus se jouent des institutions en faisant semblant de correspondre à leurs attentes,
Ce mode d'action consiste à monter au front. C'est un combat, résume une enquêtée. Ce sont essentiellement des personnes assignées au sexe féminin à la naissance qui mènent cette bataille. Ayant historiquement une place marginale dans le discours médical, elles s'y reconnaissent peu et sont davantage investies dans le militantisme. Jugeant son endocrinologue autoritaire, Michael le met à l'épreuve. Il est chiant mon endocrino, mais comme ça nous saoule tous les deux, là, il m'a dit bon, je vous mets 1 an de prescription. Toi aussi, tu le saoules? Un peu, parce que je réponds pas aux trucs qu'il dit. Et il m'envoie à chaque fois de faire des prises de sang, des trucs. Et je les fais pas. Il me dit mais je vous dis d'aller le faire. Parce qu'en fait, je vois comment certaines transitions peuvent être faites, par exemple aux États-Unis. Et là, c'est très social aussi. On voit le contexte qui façonne la transition. Lui, il nous raconte c'est des bobards, genre 250 mg tous les 15 jours, ça peut détruire le foie. Des trucs qu'il dit comme ça. Il sait que par exemple aux États-Unis, les médecins disent que c'est plus de 400 mg du même médicament. Tu te dis pourquoi? Donc je lui ai dit mais c'est pas vrai, j'ai vu ça. Donc ça l'énerve en fait. Après pour moi, c'est comme si c'était un dealer. Il est là pour me donner mon ordonnance. Particulièrement diplômés, les personnes qui mobilisent ce registre se sentent généralement légitimes à questionner les savoirs produits par les institutions. Titulaire d'un master de recherche en sociologie, Michael effectue des recherches sur les traitements et leur dosage, tout en produisant un discours critique sur les pratiques de son médecin. Ce FTM se pose en expert, ou, du moins, en patient actif. Les personnes qui constituent cette classe ont autant recours à celles de la classe précédente au marché de soins privés et à l'étranger. 70% pour les non-binaires et 71% pour les stratèges, contre 50% des conformes. Cette orientation s'articule avec la logique stratégique sur ce point, comme l'indique la métaphore de la drogue. Renvoyé à un statut fonctionnel de dealer, l'endocrinologue est mis en concurrence avec les autres dealers, et il ne semble pas mériter de reconnaissance particulière de son statut scientifique. Dans le cas de Michael, cette attitude porte ses fruits. Le praticien n'en pouvant plus, il lui prescrit 1 an de traitement d'un coup, afin d'éviter au maximum les consultations. Toutefois, une telle réaction n'est pas si courante. Les trans peuvent mettre en question les compétences des praticiens, mais ces derniers répondent rarement favorablement aux attitudes trop critiques, ou même simplement volontaires. C'est pourquoi certains vont jusqu'à se passer de l'aval médical. En parallèle du marché de soins officiel, il existe des marchés clandestins. Dans ce cadre-là, les trans sont affranchis de tout contrôle de leur conformité de genre. L'automédication n'est pas rare. Dans l'enquête Trans et santé sexuelle de l'INSERM, plus d'une personne sur 5, 21%, a déjà pris des hormones sans prescription. C'est parmi les non-binaires que l'automédication est la plus représentée, 24% des individus de ce groupe disant l'avoir déjà fait, contre 16% des conformes et 19% des stratèges. Ainsi, la transition se déroule parfois ailleurs que dans le monde médical. De manière générale, les non-binaires aspirent à avoir autant de pouvoir d'agir que possible. Bien qu'ils aient peu recours à la chirurgie et au changement d'état civil, une proportion de 46% d'entre eux déclarent qu'ils auraient préféré être plus libres dans le déroulement de la transition, contre 25% des conformes et 35% des stratèges. Les protocoles médicaux et juridiques sont peu investis par cette classe d'individus et leurs contraintes sont faiblement tolérées. Dans l'approche non binaire, le modèle bicatégoriel qui sous-tend les dispositifs de soins et de changement d'état civil est ouvertement défié. Particulièrement instruites,
les personnes de ce groupe investissent une certaine subversion sexuelle et de genre. Les personnes qui se disent gays sont d'ailleurs souvent les mêmes que celles qui se disent non-binaires, comme nous l'avons vu dans le chapitre 4. Dans l'extrait suivant, Lucas, jeune trans engagé, diplômé d'une école de théâtre parisienne et soutenu par ses parents, s'inquiète même de ce que, dans un avenir proche, il sera perçu comme un homme cis. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'entre-deux, n'est pas de changer de case. Je passe pas du féminin au masculin, je suis dans une transition. Pour moi, la transition, elle durera toute ma vie. Et la question était aussi de dire, quand je vais avoir un corps masculin, du coup, je ne suis plus militant au quotidien, je ne suis plus militant passif. Pour moi, c'est être militant passif, c'est être entre deux, de semer le doute. Et ça, je vais plus l'avoir. Du coup, je me suis dit, bon ben ok, au pire, quand tu auras ton physique masculin, tu travailleras ton côté féminin. S'il le faut, tu mettras des vêtements de fille et tu seras dans un entre-deux inverse, où tu seras un mec féminin. Moi je visionne mon corps vraiment comme un outil, entre autres comme un outil artistique, comme un outil militant. Demain, si je suis opéré, j'aurai des cicatrices, donc il y aura quand même quelque chose de visible. Mais là, aujourd'hui, je suis visible parce que quand je suis sur scène et que je joue ma pièce et que je me fous à poil, ben j'ai une barbe et des seins. Dans cette logique, les individus ne souhaitent pas particulièrement passer dans l'une des deux catégories de sexe. Ils se disent plus volontiers trans ou non-binaires que hommes ou femmes, et ont rarement recours à la chirurgie de réassignation et au changement d'état civil. Comme l'indique cet extrait, ils aspirent, dans une démarche militante, à rester visibles en tant que trans, et ils peuvent davantage se le permettre que ceux qui disposent de moins de capital culturel et bénéficient de moins de soutien familial. Mais, comme le montre Eve Sedgwick dans Épistémologie du placard, un coming out n'est jamais définitif. Parce qu'il est impossible de passer pour trans en toutes circonstances, Lucas se convainc qu'il pourra toujours incarner un entre-deux, une expression qui rappelle que les mobilités sociales ne se résument pas à des migrations spectaculaires et définitives. Des représentations gender-fluides émergent parmi les plus jeunes, si bien que leurs aînés peuvent s'en trouver déstabilisés. Faisant l'expérience des injonctions de ces derniers à choisir une catégorie de sexe, les non-binaires peuvent avoir certains griefs. C'est le cas de Gabriel, qui regrette les hiérarchies instaurées entre les non-binaires et celles et ceux qui seraient, selon certains, les seuls véritables transfuges de sexe. Il y a des gens trans old school, qui nous, les non-binaires, mettent dans une espèce de grand sac, et qui pensent qu'avec tous les discours sur la performance de genre, ils critiquent le fait qu'il y ait des trans qui ne s'identifient pas comme des hommes ou comme femmes. Et c'est vrai qu'il y a des réalités très différentes. Tu vois, moi, je me situe un peu entre les deux. Je pense que n'importe qui a le droit de faire ce qu'il veut avec son identité de genre. Ce n'est à personne de dire qu'il y a des vrais et des faux trans. Par contre, je peux comprendre l'irritation qui peut apparaître avec des gens queer ou non-binaires, qui ne remettent pas en question leurs propres privilèges. Faisant allusion aux travaux de Judith Butler, les discours sur la performance de genre, mentionnés ici, se réfèrent aux approches queer. Depuis les années 1990, ces approches mettent en lumière les possibilités de subversion du genre. Les personnes qui s'approprient ces théories sont qualifiées par l'écrivaine et chercheuse Wendy Delorme de quatrième génération féministe. Les trois premières, aussi appelées vagues féministes, correspondraient respectivement aux suffragettes, qui ont lutté pour l'égalité en droit, aux féministes matérialistes, qui ont conceptualisé des rapports sociaux de sexe analogues aux rapports sociaux de classe, et aux approches intersectionnelles, qui ont pensé l'intrication entre genre, classe et race.
Au cœur des approches queer, la notion de subversion est décrite par Judith Butler comme une forme de coexistence des normes et de leur transgression. Par exemple, si une personne passe pour un homme alors qu'elle est en fait une femme, ou inversement, ou si une femme passe pour cis alors qu'elle est en réalité trans. Mais la non-binarité semble ici relever d'une autre logique qui dépasse le champ des possibles de ses détracteurs. Au-delà de la subversion des catégories d'hommes et de femmes, de cis et de trans, il s'agit de penser au-delà des classements établis. De ce point de vue, les non-binaires représentent en quelque sorte une cinquième génération, invitant à repenser le genre autrement. Engagée, cette démarche critique du genre contribue par ailleurs à construire une certaine réflexivité sur d'autres plans, comme celui des privilèges de classe détenus par celles et ceux qui se permettent de formuler une telle critique. Loin de se cantonner à des réflexions sur la binarité, l'engagement peut cependant prendre différentes formes parmi les trans. Le militantisme a des visages et des visées divers et variés, qui dépendent de la position de la personne dans l'espace social, ainsi que de son parcours de vie. Après son changement de sexe qu'elle a réalisé en parallèle d'une trajectoire migratoire au cours de laquelle elle a connu la prostitution, Savannah a assuré du soutien administratif auprès de MTF, travailleuses du sexe, avant de rejoindre une association dont elle est désormais salariée et qui accompagne les personnes trans précaires. Je portais tout ça parce que ça a réveillé quelque chose en moi, une révolte, une nécessité de s'impliquer pour travailler sur ce phénomène-là. J'étais prête aussi à aller, à n'importe quel moment et dans n'importe quelle situation, pour faire valoir, que ce soit la santé ou les droits. Mais je portais tout ça sur moi de façon très douloureuse et sans moyens. Si cette MTF déclare porter sur elle ce combat, c'est parce que l'engagement est ici constitutif de l'expérience sociale. Cette logique d'action est celle qui amène à faire valoir ses droits à n'importe quel moment et dans n'importe quelle situation, même si les moyens ne le permettent pas. Un risque que des stratèges ne prendraient peut-être pas. Une proportion de 64% des non-binaires déclarent en effet militer. Cela ne se conforme pas à l'ordre du genre, ni ne le contourne, mais milite en vue de le changer. Toutefois, la lutte ne prend pas nécessairement la forme d'une opposition. Elle peut être menée depuis l'intérieur. À titre d'exemple, certains trans persévèrent au sein du circuit hospitalier, alors qu'ils possèdent les ressources économiques pour en sortir. Ils sont loyalistes, au sens de l'économiste états-unien Albert Hirschman. Même insatisfaits d'un bien, ils restent fidèles et essayent de changer les choses. Pour elles ou eux, le militantisme prend le visage du réformisme, là où, pour d'autres, il s'exprime davantage sous la forme d'auto-support ou d'activisme. Jamais purement radicale, ni exclusivement intégrationniste, l'activité militante s'élabore à partir de plusieurs orientations. Les rapports au genre sont composites et hétérogènes. Des attitudes de conformisme, de réalisme et de contestation s'articulent au sein de chaque parcours de vie, selon un équilibre qui est socialement déterminé. Un socle d'intégration est présent et nécessaire chez chacun, mais les standards socio-institutionnels de genre sont davantage investis par les générations anciennes et moins diplômées, pour beaucoup des MTF ayant transitionné tard dans la vie. Des attitudes subversives sont également transversales au sein de la population trans, mais on les retrouve à plus forte raison chez les personnes jeunes, particulièrement dotées en capital scolaire et ou assignées au sexe féminin à la naissance. Enfin, lorsque les individus n'adhèrent pas à certaines règles et doivent malgré tout s'y plier pour accéder à des ressources décisives, ils disposent d'une marge de négociation stratégique. Les trans peuvent alors faire mine d'être conformes aux normes de leur sexe,
une parade fréquemment adoptée par les plus précaires, notamment par les jeunes MTF sans emploi stable ni soutien parental. Le concept d'espace social permet, par analogie avec un espace social de classe, qui a été maintes fois cartographié en sociologie, de rendre justice à ces différents reliefs du genre. Multidimensionnel, cet espace est fait de diverses positions, qui sont elles-mêmes faites de différentes composantes. Le genre ne se résume ni à une identité, ni à un corps, ni à un état civil, ni à des pratiques, ni à un engagement. Il est tout cela à la fois, et sans doute bien plus encore. Si le cas particulier des personnes trans informe sur la composition de l'espace social du genre, il s'agirait, pour aller plus loin, de l'explorer à l'échelle de l'ensemble de la population. Quelques recherches commencent déjà à s'intéresser à la diversité de genre dans les enquêtes de sciences sociales. Dans un contexte marqué par le développement de nouvelles injonctions à se montrer féministe, gay-friendly et trans-friendly, ces perspectives permettent de prendre au sérieux la multiplication contemporaine des normes de genre qui peuvent être concurrentes, voire contradictoires. Certains, pour beaucoup des hommes ou des personnes qui l'ont longtemps été, ont intérêt à défendre le classique schème de la différence des sexes. Victimes de violences à la fois symboliques, matérielles et physiques, d'autres gagnent à s'engager pour la reconnaissance de modèles alternatifs. Toutefois, les plus dominés n'ont souvent d'autre choix que de s'adapter aux deux seules catégories reconnues par les institutions, voire parfois de défendre l'existence de ces catégories. Les positions des individus sont d'autant plus composites que les aspirations de genre recouvrent parfois des aspirations sociales. Au fil des transformations de l'ordre du genre, le fait de se montrer non conforme du point de vue du genre et de la sexualité, celle-ci ayant des significations genrées, tend à devenir pour certains un marqueur de distinction de classe. Parallèlement, la non-binarité constitue aussi un fort marqueur générationnel. Elle est avant tout une affaire de jeunes, ces derniers n'ayant vraisemblablement pas reçu une socialisation de genre aussi hermétique que leurs aînés, et étant encore relativement épargnés par les contraintes professionnelles et administratives de la vie adulte. Les positions de genre sont socialement situées à bien des égards. Cependant, elles ne sont pas figées pour autant. Elles dépendent d'abord des cadres de l'interaction, les comportements et discours des individus variant selon les situations et interlocuteurs, comme en témoigne l'exemple des stratèges. Elles fluctuent ensuite au gré des circulations de différentes natures et de différentes ampleurs qui peuvent advenir dans l'espace social du genre. Loin de ne concerner que les véritables transfuges de sexe, de telles mobilités ne sont vraisemblablement pas rares au cours de l'existence. Par exemple, il arrive que les positions de genre des femmes bougent sensiblement après un épisode de violence, ou encore à l'occasion d'un changement conjugal ou professionnel. Ce ne sont pas que les trans qui habitent le genre d'une pluralité de façons. Ce ne sont pas que les trans qui habitent le genre d'une pluralité de façons. En réalité, cette pluralité traverse l'ensemble du monde social. Les catégories d'hommes et de femmes ne suffisent pas pour personne. À terme, l'étude de la diversité et des mobilités de genre donnera l'opportunité de repenser la catégorisation du sexe telle qu'on la connaît, ou plutôt telle qu'on pense la connaître aujourd'hui.